Les clés du monde avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous tranquille et bonjour à tous. Guerre commerciale États-Unis-Chine, quels les risques politiques et économiques? Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation. Un mémorandum ciblant l'agression économique de la Chine. C'est le nom belliciste qu'a voulu donner Donald Trump au document signé ce 22 mars dans lequel il dévoile une série de mesures commerciales à l'encontre du géant asiatique que le président américain accuse entre autres de vol de propriété intellectuelle au détriment d'entreprises américaines. En repoussant de quelques mois l'application de mesures similaires pour l'Europe et d'autres partenaires commerciaux des États-Unis, Donald Trump montre clairement que c'est la Chine qui est dans son collimateur. Que reproche exactement le président américain à la Chine? Merci à vous tranquillin. Il se fait que le président américain estime que le déficit commercial entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, un déficit commercial qui avoisine parfois les 350 milliards de dollars, est un déficit qui est largement en défaveur des États-Unis d'Amérique et qui fait perdre des emplois aux Américains. Le président américain estime d'abord, dans un premier temps, quand il a annoncé, c'était il y a quelques semaines, qu'il taxerait des produits provenant de l'étranger. Il a visé non pas seulement la Chine, il a visé des produits provenant de l'Union européenne, des produits provenant du Canada, du Mexique. Il parlait essentiellement d'acier et d'aluminium. Et il a annoncé qu'il taxerait ces produits de 15 à 25% parce que plusieurs entreprises, plusieurs industries américaines, plusieurs producteurs d'acier et d'aluminium en Amérique n'ont plus la possibilité de rentabiliser ces productions simplement parce que des importations qui parviennent aux États-Unis sont à moindre marché. Et dans ces circonstances, il est compréhensible que le président américain veuille protéger ces entreprises, d'autant plus que son leitmotiv a toujours été de redonner de la confiance aux Américains. Et dans cette hypothèse-là, il était prévu qu'il signe, c'était hier, donc il devait signer ce 22 mars, donc ce mémorandum pour annoncer quelles sont les mesures qu'il prend à l'encontre de ces pays-là, quels sont les produits qu'il taxe au-delà de l'acier et de l'aluminium. Mais hier, à la surprise générale, il décide de reporter de quelques mois, donc jusqu'au 1er mai, sa décision par rapport à certains pays qu'il a clairement cités, notamment l'Union européenne, le Canada, le Mexique, qui étaient déjà exemptés déjà dès le départ parce que ce sont des partenaires américains de l'ALENA, et puis le Brésil et d'autres pays. Mais il a estimé, il a dit clairement que le voleur, celui qui met en danger l'économie des États-Unis d'Amérique, c'est la Chine, et que par conséquent, en dépit du respect qu'il dit avoir pour le président Xi Jinping, il allait taxer fortement certains produits provenant de la Chine. Et bien entendu, c'est cette mesure-là qui laisse aujourd'hui entrevoir cette guerre commerciale avec les difficultés qui s'amoncellent dans le ciel du commerce international par cette décision de Donald Trump. Et quelle est l'ampleur des mesures annoncées par le président américain à l'encontre de la Chine? Alors, ces produits, il y a certains produits que Donald Trump a particulièrement cités. Il s'agira pour lui d'empêcher que ces produits-là continuent d'affluer en Chine dans les conditions actuelles. Il faudra donc mettre des taxes. Et parmi ces taxes, il pense également renforcer la surveillance des entreprises chinoises qui exercent leurs fonctions aux États-Unis, parce qu'il estime que de nombreux, que ce soit des étudiants, que ce soit des industriels, que ce soit des Chinois ordinaires, viennent aux États-Unis d'Amérique principalement pour voler les technologies américaines, pour voler les idées américaines, surtout pour les études. C'est l'intelligence économique qui se déroule ainsi. Donc ce combat entre les deux géants, les États-Unis ont donc lancé cette offensive, et en même temps, la Chine n'a pas du tout manqué de prendre également, de menacer, de prendre des mesures. Maintenant, les États-Unis entendent forcément, pour le moment en tout cas avec la politique jusqu'au boutiste du président Donald Trump, mettre en œuvre ces mesures, parce que
pollue. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est vraiment la sécurité économique des États-Unis d'Amérique. Vous parlez de la réaction de la Chine. Elle a pris quelle forme? Alors, la Chine a déjà identifié 128 produits. 128 produits américains sur lesquels elle entend mettre également des taxes à la hauteur, des taxes publiées, en tout cas choisies par Donald Trump. Et ces 128 produits-là, bon, pour le moment, ces 128 produits ne représentent globalement que 2% du commerce entre les deux États. Mais déjà, quand ces 128 produits seront taxés par la Chine, cela va faire perdre des emplois aux États-Unis. Cela va faire perdre de la compétitivité à des produits américains. Et même si ce n'est que 2% du commerce entre les deux États, c'est déjà suffisamment dangereux pour les États-Unis d'Amérique. Par exemple, il y a des produits qui, si jamais ils sont taxés, par exemple le soja, les producteurs américains de soja exportent jusqu'à plus de 200 milliards, si je ne m'abuse, hein, de soja, de dollars de soja vers la Chine. Et si jamais la Chine décide de taxer le soja américain, c'est des centaines de milliers de producteurs américains de soja qui vont se retrouver sur la paille, en tout cas avec leur production sur les bras. Ils ne pourront plus exporter vers la Chine. Et ce n'est pas les débouchés qui vont affluer dans ces conditions-là, parce que les États-Unis sont dans une posture où, avec la quantité le marché chinois, il n'y a pas d'équivalent pour remplacer le marché chinois dans l'immédiat. Il y a également d'autres produits comme le sorgho que les États-Unis exportent massivement vers la Chine, mais il y a également l'industrie aéronautique. Pratiquement 25% des avions que produit Boeing sont vendus en Chine. Et si jamais la Chine décide de mettre également des taxes sur les avions vendus par Boeing en Chine, c'est une chute libre que Boeing risque d'entamer. Et donc, c'est beaucoup de risques commerciaux que les États-Unis prennent aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus présenter cela comme si le président américain serait un peu fou. Parce que quand on compare, il y a des risques qu'il prend, mais également des avantages qu'il entend bien tirer de cette politique qu'il vient d'entamer. Et quelles conséquences pour le commerce international et l'économie mondiale? Alors, justement, sur le plan du commerce international, c'est qu'il y a vous savez que le monde sort à peine d'une série de crises économiques qui ont frappé. Au Bénin, ici, le président Boni Yaye nous a beaucoup parlé de la crise de 2008, puisqu'il nous a toujours dit que c'est à cause de cette crise qu'il n'a pas été en mesure de réaliser ses objectifs. En tout cas, nous, au Bénin, au moins, on en a entendu parler, même pour ceux qui ne suivent pas beaucoup l'actualité internationale. D'autres crises ont précédé et aujourd'hui, le monde sort progressivement. La récession économique mondiale recule et il y a une embellie économique qui commence. Quand on prend l'exemple de la France, la France d'Emmanuel Macron a retrouvé un peu de croissance. Les États-Unis eux-mêmes ont retrouvé une embellie. La Chine, qui a connu une petite période, je ne veux pas dire de récession, mais la croissance à 2 chiffres de la Chine est passée à 1 chiffre. Maintenant, la croissance repasse à 2 chiffres. Et tout cela, d'un point de vue global, c'est parce que les échanges commerciaux entre les grands pays ont redémarré. Maintenant, avec la politique que veut mettre en place Donald Trump et à laquelle les autres États ne manqueront pas de répliquer, en tout cas la Chine ne manquera pas de répliquer, c'est un risque de ralentissement économique vers lequel on s'en va. La preuve, c'est que déjà hier soir, les bourses, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, ont clôturé en chute libre pratiquement moins 3% sur toutes les places boursières, ce qui montre que les investisseurs commerciaux et économiques sont très inquiets par rapport aux mesures qui sont en train d'être annoncées. Sans compter que maintenant, on va également vers un bras de fer juridique devant l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'il y a des règles commerciales qui existent, que l'OMC garantit, et que par leurs mesures respectives, autant la Chine que les États-Unis sont en train de violer ou vont violer. Et en ce moment-là, c'est aussi une bataille juridique qui se prépare. Et peut-on s'attendre à un règlement à l'amiable entre les deux États? Il me semble quand même que Donald Trump, quand il met ainsi la pression sur la Chine, il connaît les risques, ou du moins en tout cas, ses conseillers les plus proches peuvent lui faire évaluer ou réévaluer les risques
que cela engendre. Et en ce moment-là, tel qu'il se montre plutôt respectueux du président chinois, il peut demander que la politique américaine, la politique commerciale chinoise envers les États-Unis puisse être modifiée sans que l'on ait besoin de mettre des taxes sur les produits. Et c'est donc une perspective qui n'est pas à exclure. Parce qu'on peut quand même le constater, le président américain, en dépit de son jusqu'au-boutisme, il sait parfois prendre des gants. Et c'est notamment pour cette raison-là que, face aux menaces de l'Union européenne pour certains produits américains qui pourraient être taxés, les Harley Davidson, les Jean Levis, les vins et d'autres whisky, il s'est dit, bon, si le Jack aussi. Absolument, ah oui, bien sûr. S'il faut laisser les Européens taxer tous ces produits, ça ne pourrait avoir que des conséquences négatives. Et il a donc repoussé de quelques mois l'application de mesures de rétorsion sur le commerce européen. Donc, peut-être en ce moment-là, va-t-il réfléchir aussi, maintenant que la Chine dévoile ses capacités de réplique et que également les possibilités de la Chine de faire mordre la poussière, de l'expression aux États-Unis sont nombreuses. Il y a possibilité que les deux pays reviennent à des meilleurs sentiments et négocient pour modifier l'ordre économique international, mais toujours en leur faveur respective. Votre avis personnel, si je me base un peu sur les éléments d'analyse que vous venez de brandir, peut-on conclure toujours que les États-Unis constituent la première puissance mondiale? Oui, aujourd'hui encore, sur le plan économique, la Chine est déjà passée en premier rang, mais les États-Unis conservent oui, sur le plan militaire, sur d'autres plans, sur le plan géopolitique et d'autres, les États-Unis conservent une très grande place, mais aujourd'hui, il n'y a plus de puissance mondiale absolue qui puisse décider de dominer les autres outrageusement comme l'ont fait les deux grands pendant la guerre froide ou comme l'a fait les États-Unis dans l'après-guerre froide. Aujourd'hui, nous sommes dans un relationnel international tel que dans cette guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, il y a des acteurs qui ne disent rien mais qui ont la capacité également de frapper ces deux États-là. Je pense à l'Inde, je pense à la Russie, je pense à l'Union européenne qui ont des capacités de s'introduire dans cette guerre économique et de changer la donne et de faire comprendre aux États-Unis et à la Chine qui ne sont pas les seules puissances mondiales à l'heure actuelle. Merci à vous, James William Baguidi, guerre commerciale États-Unis-Chine, quels risques politiques et économiques